Bientôt les chants et les danses commencèrent. Des plateaux de nourriture circulaient dans la cour, dans la maison elle-même et sous la tente. Le rythme était ensorcelant, et tout le monde finissait par battre la mesure. Certains hommes entraient en transe et allaient se coller contre les shirattes qui les repoussaient d'un geste dédaigneux. Mehdi renonça à comprendre. D'ailleurs, y avait-il quelque chose à comprendre? Il grignota une cuisse de poulet en essayant d'imaginer madame Berger ou Sabine Armand dansant sur l'estrade avec les shirattes. Impossible, c'étaient vraiment deux mondes différents. Dire qu'il aurait pu être tranquillement dans le salon des Bergers à écouter la petite musique de nuit en sirotant du chocolat chaud. Le tumulte commençant à l'indisposer, il décida d'aller dormir. Il monta au premier étage, se dirigea vers une chambre au hasard et se laissa tomber sur un matelas posé à même le sol. Vers les 2 heures du matin, alors qu'il dormait profondément, tout habillé, sa mère vint le réveiller en le secouant fermement. « Noud, Noud, allez, réveille-toi !» Il se mit sur son séant en se frottant les yeux. Que se passait-il? Encore un tremblement de terre? Son frère et sa sœur se tenaient debout sur le seuil de la porte, serrés l'un contre l'autre, apeurés, les vêtements tout fripés. Sa mère avait l'air consternée. Elle regardait maintenant au dehors, à travers la vitre, en se tordant les mains. Du moins, c'est ce qui sembla à Mehdi. Il avait souvent lu cette expression dans les livres de la comtesse, mais c'était la première fois qu'il voyait en vrai ce geste étrange. Tout à fait réveillé maintenant, il vit que les lumières étaient allumées dans le couloir et au dehors. Dans la chambre où il se trouvait, une ampoule nue descendait du plafond et teintait la scène d'un jaune sale qui acheva de l'écœurer. Revenu de la fenêtre, d'où parvenaient des éclats de voix, sa mère fit preuve d'une grande fermeté. Elle le prit par la main, poussa ses 2 autres enfants devant elle, et ils sortirent tous les 4 dans la cour. 3 canetons apeurés, conduits par une génitrice, aiguillonnée par l'instinct. La cour était illuminée par des festons d'où pendaient des ampoules, dont certaines avaient été peintes en vert et en rouge. Le ciel lui-même était clair, c'était la pleine lune. On pouvait voir clairement ce qui se passait. Et ce qui se passait était stupéfiant. Partout dans les bosquets, derrière les arbres, sous les portiques, des hommes, écumants de fureur, se tenaient au collet, se faisaient des prises de catch, le plus souvent manquées, se donnaient des coups de tête qui les assommaient. Pour un instant, ils couinaient un peu, à moitié morts, ou bien ils essayaient de s'envoyer de grandes claques qui les déstabilisaient, ou alors ils tombaient sur le sol en criant, entremêlés, agités plutôt de soubresauts. Pas de doute possible, c'était un pugilat généralisé, comme à la fin de cette pièce de théâtre dont leur avait parlé Dumont un jour qu'il était venu draguer Sabine. C'était donc ça, un pugilat généralisé. 8 syllabes. Mais c'était bien plus confus que les 8 syllabes. Bien clair et net, ne le laissait supposer. Et d'abord, il commençait où? Il finissait où, ce pugilat? On avait du mal à embrasser toute la scène du regard. Les insultes fusaient dans la nuit, mais on en perdait la moitié, et celles qui surnageaient, on ne les entendait pas clairement. Ça beuglait, ça mugissait, ça chuintait, ça glapissait. Des femmes surgissaient des coulisses, côté cour, côté jardin, en criant,
et en faisant mine de s'arracher les cheveux, se heurtant les unes aux autres, tournoyant comme des toupies, s'effondrant et se relevant. Du moins, c'est ce que crut voir Mehdi, car son imagination, comme d'habitude, s'était emparée des fées et galopait vers l'apocalypse plutôt en inventant d'autres, des fées encore plus extraordinaires. Ce n'était pas tout de même un ours qu'on voyait se dandiner là-bas, entre deux arbres. Ils sortirent en pressant le pas et se retrouvèrent sur le petit chemin qui menait à la ville. Il faisait nuit, même la lune était maintenant voilée par des nuages. Seul l'incendie lançait des lueurs aléatoires et permettait de constater l'immense gâchis que la noce était devenue en l'espace de quelques heures. Un homme sortit d'une buick garée le long de la route et apostropha la mère de Mehdi d'une voix rauque. « Mais que faites-vous dehors en pleine nuit, et avec des enfants en plus? Il pourrait vous arriver un mauvais coup. Allons, rentrez. » Elle ne bougea pas, estomaquée par l'inconscience ou la mauvaise foi de l'inconnu. Ne trouvant pas ces mots, elle gesticula en direction de la cour où les combats continuaient. L'homme haussa les épaules, l'air d'avoir vécu. « Allons, tout cela va se calmer, les esprits se sont échauffés, voilà tout. Ces jeunes gens ont bu trop de bière. » « Mais que se passe-t-il ? » demanda-t-elle en tenant fermement ses enfants. Il haussa les épaules. « Bah, c'est Ahmed qui a fait une bêtise. » « Ahmed le pompier? Le marié? Vous en connaissez d'autres? C'est mon cousin, d'ailleurs. »« Moi, je viens d'El Hajeb. » Mehdi vit au loin une ombre donner un coup de tête à une autre ombre. « C'est très beau, El Hajeb. C'est dans la montagne, assura l'homme à la voix rauque. Quand il a plu en hiver, nous avons des printemps splendides. Tout est vert, les arbres sont en fleurs. Et se retourna vers la bâtisse en entendant un hurlement sauvage. Bref, Ahmed est tombé amoureux d'une chira. Il se fiche pas mal de la latamou maintenant. C'est la chira qu'il veut. Il faut le comprendre. Il est saoul comme un cochon. Et je ne dis pas ça parce que c'est mon cousin, mais parce que c'est la vérité. C'est la vérité qu'il est saoul? Non. Je veux dire que la chira est très belle. Mais vous ne l'avez pas dit. Et d'ailleurs, quelle importance? C'est Chouma de toute façon. Et c'est incompréhensible. Abandonner la latemou, qui est la vertu même, pour une chira? Il faut comprendre les hommes, affirma l'homme. Vous êtes mariés. La mère pointa le doigt en direction de sa progéniture. Et ceux-là sont tombés du ciel? Non, admit honnêtement l'homme à la voix rauque. Ce que je veux dire, c'est, êtes-vous encore marié, ou veuve, ou divorcé? Parce que je ne vois nulle part votre respectueux époux. Laissons cela, dit-elle nerveusement. Dites-moi plutôt ce qui se passe. Mais je vous l'ai dit. Ahmed, ivre-mort, s'est ravisé. Il ne veut plus se marier. Il veut la chira plutôt que la latamou. Du coup, les frères de celle-ci ont voulu lui casser la figure. Les hommes de la famille du pompier, enfin les plus jeunes, les plus excités, s'y sont opposés et une bagarre générale a éclaté. Il tourna la tête et regarda la cime des arbres, où des flammèches apparaissaient de ci, de là. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut même pas appeler les pompiers. Ils sont tous ici, et la plupart sont saouls. Les autres se battent avec la famille de la latamou.
Il y va de l'honneur de leur chef. Il est où, lui? L'homme fit un geste vague en direction du néant. Je crois qu'il est parti par là, avec la Chéra, pour chasser partout l'orchestre. Il se racla la gorge et, détournant la tête, il cracha au loin. Le problème, enfin, l'un des problèmes, c'est que la Chéra était, ou plutôt est mariée au Raïs, le chef d'orchestre. Il a 2 ou 3 autres femmes, mais celle-ci est sa préférée. C'est la plus jeune et la plus jolie. Il passa le bout de la langue sur sa moustache et ses yeux brillèrent dans le noir. D'ailleurs, on ne sait pas si elle a suivi Ahmed El-Boumbi de son plein gré ou s'il l'a enlevé, ce qui aggraverait son cas, naturellement. Il eut un rire admiratif. Il en est capable, mon cousin. C'est un joyeux luron dans sa jeunesse. Il a même séduit une Française, la femme d'un ingénieur des phosphates. Celui-ci, dégoûté, s'en est allé un jour sans même prendre la peine de démissionner proprement. Fuite, il est parti. Il est retourné en France. Abandon de poste. La Française a vécu quelques années avec El-Boumbi, puis elle l'a quitté pour se mettre avec un dentiste polonais. La mère de Mehdi interrompit ses tribulations internationales qui ne semblaient pas l'intéresser outre mesure. Mais tout cela finira par se calmer, d'une façon ou d'une autre. Quoi donc? Mais ça, cette bagarre, ce scandale, cet incendie. L'homme émit quelques bruits de gorge, puis cracha de nouveau, comme pour se donner le temps de réfléchir. Dieu seul le sait. Mais pour vous et pour ces enfants, le mieux est quand même de rentrer dans la maison et d'attendre la suite des événements. Ils rentrèrent et se réfugièrent au premier étage, dans une pièce où se tenaient quelques femmes des 2 familles qui se regardaient maintenant avec de terribles injures dans les yeux. Mehdi alla se poster à la fenêtre. Au dehors, les bagarres semblaient avoir baissé d'intensité. Seuls quelques frémissements dans les fourrés trahissaient des nids d'irréductibles. Quelques hommes gisaient au sol, se tenant la tête ou le genou, gémissant, maudissant. Retrouvant leur fierté professionnelle, les soldats du feu étaient à la manœuvre. En l'absence de leur chef, ils étaient économes de leurs gestes et de leurs mots, et terriblement inefficaces, car la pression de l'eau du robinet à Holikba, en ces temps de sécheresse, était presque nulle. Vers les 3 heures du matin, l'affaire sembla être réglée. Le feu était maîtrisé. On ne voyait plus ni flamme ni flamèche, et seule l'odeur âcre de la fumée attestait d'une conflagration qui avait embrasé cette cour sombre. Les hommes, las, s'essuyaient le front, s'étiraient ou faisaient craquer leur cou, à l'unisson, sans tenir compte des fractures familiales. Affidés du pompier ou parentèle de l'outragé, ils se tenaient tous debout, mêlés, devant les mines fumantes de la feu-tente. Ce fut alors que Neguib, le plus jeune frère de Lalla Temou, entra en scène. Poussant un grand hurlement qui fit toutes les têtes se tourner vers lui, vague silhouette frêle dans le noir, il surgit à l'étage sur la terrasse qui surplombait la cour. « J'en ai marre, annonça-t-il, urbi et orbi. » Ce n'était un rugissement, oui, des derniers rangs, mais on n'en comprit pas le sens. « On en a tous marre, répliqua quelqu'un de derrière un arbre. « Calme-toi, Mouchou. »« Non, hurla-t-il, ce maudit Ahmed, il nous a déshonorés. Soit il revient, soit je me jette dans le vide. » Il approcha de la balustrade, la tâta,
puis carrément l'enfourcha. Quelques pompiers, retrouvant leur réflexe, s'emparèrent d'un grand lambeau de l'ex-tente caïdale et accoururent se poster sous la terrasse. Des femmes se mirent à crier dans la maison et au dehors. Mehdi se boucha les oreilles. Il détestait les ululements et les stridences qui accompagnent la joie et le malheur. De plus, il lui semblait que tout cela était exagéré. On n'était qu'au premier étage. Même s'il sautait, Neguib n'allait pas s'aplatir au sol comme une crêpe. Il n'en continuait pas moins de faire l'intéressant à cheval sur son petit pan de mur rose. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.